Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro du mois de mai de votre émission Sans langue de bois. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces moments sur la chaîne de télévision Burkina Info. Sans langue de bois, c'est l'émission qui vous offre tous les vendredis à partir donc de 18h un décryptage de l'actualité de la semaine avec des journalistes bien au parfum justement des dessous qui font l'actualité donc d'ici et d'ailleurs. Ils seront là avec nous donc tout au long de cette émission pour commenter un certain nombre de sujets, donc les sujets qui ont été retenus pour cette semaine afin donc de donner leur point de vue, de vous doter des clés qui certainement vous permettront de mieux comprendre tout simplement le monde qui vous environne. Et pour cette semaine, nous avons retenu 3 sujets. La conférence de presse donc, du chef de file de l'opposition, Edi Komboyogo, c'est la première donc, pour ce qui concerne le mandat de Edi Komboyogo. Il a dépeint donc l'actualité, la gouvernance donc, du président du Faso Roch Kaboré, gouvernance politique, sécuritaire, sociale. On y reviendra avec nos invités dans cette émission. Le deuxième sujet dont il sera question, c'est la recrudescence donc, des attaques terroristes et le Conseil des ministres justement a fait le point avec un nombre élevé et près de 18 000 donc, personnes déplacées internes donc, ces dernières semaines. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Et le troisième sujet, c'est la visite du ministre d'État, ministre donc, de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré en Côte d'Ivoire, visite au cours de laquelle Zéphirin Diabré a eu un échange avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a aussi rencontré l'ancien chef d'État donc Blaise Compaoré. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Madame, Monsieur, restez sur la télévision donc au Burkina Info, on en parlera avec nos invités. Ils sont 3 aussi sur ce plateau. Aimé Nabaloum, Aimé, bonsoir. Bonsoir Paris, bonsoir aux téléspectateurs donc, de Burkina Info. Merci à vous de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal d'investigation Le Reporter. Avec nous également sur ce plateau, Valentine Zungrana, donc Valentine qui est journaliste à la radio municipale de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir. Merci également à vous de venir sur ce plateau. Notre troisième invité, Lido Tierno, donc journaliste à la radio Pulsar. Bonsoir Lido. Oui, bonsoir Paris. Merci bonsoir. également donc à vous de venir sur ce plateau, en tout cas répondre aux questions que les téléspectateurs se posent par rapport à ces sujets qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine. Donc on va aller avec le premier sujet. Il s'agit donc de la conférence de presse du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui a critiqué la gouvernance du pays, la situation sécuritaire, la situation politique, la situation sociale. Lido Tierno, d'abord, oui. Comment est-ce que vous avez accueilli cette sortie d'Edi Komboyogo? Oui, justement, la sortie du chef de file de l'opposition politique, Edi Komboyogo, en tant que journaliste ayant l'habitude de bien sûr de suivre les chefs de file de l'opposition politique, je ne pense qu'il n'a pas dérogé à la règle parce qu'il a peint les 100 jours de gouvernance du deuxième mandat du président Roch Christian Kaboré sur tous les plans. Je ne pense pas qu'il puisse donner une note quand même intéressante. Il a, en quelque sorte, si je peux le dire, fustigé la gouvernance actuelle, notamment. Parlant de la question sécuritaire, parlant de la question des grèves des élèves, et parlant d'autres sujets. La situation économique, voilà, même la situation économique, il est revenu dessus, la question de la réconciliation nationale, parce qu'il disait qu'il attendait une bonne nouvelle du voyage de Zéphirin. C'est vrai, on va en parler au cours de cette émission. Alors, tout ce qu'on peut dire, effectivement, le chef de file n'a pas dérogé à la règle, tout simplement. C'est le chef de file de l'opposition politique qui juge la gouvernance actuelle. Sur ce plan, il n'a pas vraiment dit quelque chose de positif sur cette gouvernance. Est-ce que vous trouvez qu'il a raison? Le constat qu'il a fait, est-ce que ça se fonde sur des faits réels? Oui, effectivement, c'est difficile de le contredire parce qu'il est parti sur différents thèmes. Et sur ces thèmes, ce qu'il a dit, effectivement, vous vérifiez. Parce qu'effectivement, nous sommes des citoyens gouvernés, nous suivons ce que font nos gouvernants. Si réellement un homme politique dit quelque chose sur, par exemple, la question sécuritaire, et nous également, nous avons cette intelligence qui nous permet d'analyser. Alors, ce qu'il a dit, c'est une réalité, ce sont des constats qu'on fait aujourd'hui, que ce soit effectivement la question de la grève des élèves où il a parlé de dialogue, il faut dialoguer. En quelque sorte, je pense que c'est ce que nous aussi on pense. Parce que voir ces jeunes tous les jours dans les rues, on se demande pourquoi le ministre ne peut pas dialoguer avec ces jeunes. Ce sont des questions. La question sécuritaire aussi, il a dit effectivement que ça ne va pas. Discuter avec ces élèves-là, il dit qu'ils ne sont pas les premiers interlocuteurs. Oui, mais moi j'ai toujours dit que gouverner aussi, c'est faire de telle sorte que vous laissez vos empreintes.
Je prends un exemple. On nous parle du président Thomas Sankara qui souvent sortait dans la rue et qui rencontrait des personnes, des citoyens simples, hein, comme des paysans et autres. Mais on ne pense pas qu'un président puisse discuter avec des citoyens simples comme cela. Le président l'a fait à plusieurs reprises. Oui, non, mais dans des cadres bien organisés. Moi, je veux dire, aujourd'hui, pour moi, je trouve que Waro, le ministre notamment, le ministre de l'Éducation, en tant que, si moi je suis à sa place, c'est vrai, être dans un formalisme en disant non, on ne discute pas avec des élèves. Non, les élèves sont des parties prenantes aussi, c'est-à-dire de la lettre de mission du ministre de voilà, qu'on t'a confié. Donc, a raison sur toute la ligne. Oui, bon, en quelque sorte, ce qu'il a dit, je ne peux pas contredire ce qu'il a dit parce que quand je fais l'analyse, je trouve que ce qu'il a dit, c'est réel. Et Valentine, vous pensez effectivement qu'il a raison sur les points qu'il a évoqués? Non, bon, il ne s'agit pas de dire s'il a raison ou pas. Je pense que c'est un exercice, c'est un rituel. Qu'effectivement, le CFOP, en tant que CFOP, qui puisse le faire. Voilà, parce que quand on est chef de l'opposition, quand même, on doit suivre de près comment le pays fonctionne en termes de gouvernance politique, en termes de gouvernance économique, en termes de tout ce qui se passe au niveau de la vie même de la nation. Donc, je pense que c'est normal qu'il puisse aborder même la question sécuritaire. Il a déploré quand même le nombre de morts parce que les conséquences sont vécues par les populations. Donc, du coup, je pense que l'un dans l'autre, pour moi, c'est normal qu'il puisse... Mais au niveau, par exemple, des réformes, il dit qu'il n'y a pas eu de réforme. Est-ce qu'on peut vraiment dire que durant ces quelques mois de gouvernance sous le second mandat de Roch Kaboré, il n'y a pas eu de réforme? Bon, dire qu'il n'y a pas eu de réforme, je vais dire, c'est trop prétentieux, voilà, de l'affirmer ainsi, parce que quand on dit que les choses n'avancent pas, il faudrait aller sur la base des statistiques ou bien des preuves pour dire, voilà, on estime que ça n'avance pas, voilà pourquoi, et voilà, on présente un peu les preuves aux gens, parce que les gens quand même suivent un peu aussi l'actualité, les choses aussi, et quand on a ces preuves, quand vous voyez souvent quand le syndicat discute, le syndicat a des preuves qui sont concrètes et ils invitent même les gens à aller sur la toile parce que les preuves ont été publiées ou bien il y a des statistiques. Mais quand on avance, on aborde comme ça pour dire, bon, qu'on estime, je me dis, c'est peut-être l'opposant qui parle. C'est l'opposant qui parle en ce moment, alors que quand on est chef de l'opposition, on a quand même une horde d'opposants derrière soi où on défend quand même une vision et on interpelle, on amène le gouvernement à réagir. D'accord. Et maintenant, Baloum, est-ce que les 6, si on revient peut-être aussi bien à la forme qu'au fond, est-ce que ça tient, est-ce que ça a une importance que le chef de file de l'opposition fasse une conférence de presse pour dire ça ne va pas? Oui, ça se comprend, c'est normal, hein? C'est normal maintenant, si c'est lié comment on appelle, aux 100 premiers jours donc, du second quinquennat, c'est raté quoi. Parce que je pense quand même qu'il y a eu des occasions où on aurait aimé entendre à chaud le chef de file de l'opposition politique faire des suggestions, recadrer par exemple l'action ou du moins les actions gouvernementales, interpeller l'opinion ou les citoyens. Vous pensez à quelle situation par exemple? Quand est-ce qu'il aurait dû intervenir? Non, parce que 100 jours, d'abord 100 jours c'est... Il dit que c'est un délai de grâce, hein? Il a attendu quelques mois qu'il se repose d'abord. C'est pour cela que je dis c'est un formalisme. C'est un formalisme cette sortie-là. Parce que quand on regarde la gouvernance de façon générale, en tout cas depuis l'entame donc, du second quinquennat, quand même on se pose beaucoup de questions par rapport donc, à la gouvernance de façon générale. Pour vous, ça ne va pas? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pour ça que je dis qu'on aurait pu entendre le chef de file de l'opposition, par exemple, dès le départ, quand par exemple au niveau scolaire, les élèves ont commencé même pas les élèves, quand le gouvernement a annoncé les premières actions donc, de réforme à venir, le chef de file de l'opposition, quand même, entouré d'un certain nombre de cadres, je suppose, devrait sortir, éclairer. Mais si c'est bien ce que le gouvernement fait, qu'il nous dise. Si ce n'est pas bien, qu'est-ce qui pourrait être fait?
qu'ils le disent. Maintenant, bon, quand on entend, c'est pour cela que j'ai l'impression que c'est lié au 100 premiers jours. Si c'est lié au 100 premiers jours, ça n'a aucun sens. Mais j'insiste pour dire qu'il y a quand même eu des occasions au cours desquelles le chef de file de l'opposition politique devrait quand même s'adresser à l'opinion. Mais que ce soit cette conférence de presse ou que ce soit les conférences de presse à venir, j'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes parce que, bon, nous venons juste de sortir d'une présidentielle. Et on a vu à l'issue de pendant la campagne d'abord, des partis politiques, ou du moins des candidats bien assis, fustiger la gouvernance du président Kaboré. Vraiment de façon littérale. Mais après les élections, on a vu les gens se ruer vers la majorité. Le mandat de Edi Kombego et tout ce qu'il aura à dire sera comme s'il versait de l'eau sur une calebasse. Non, seulement moi je dirais c'est parce qu'il n'aurait pas eu l'occasion donc de rejoindre l'autre bord. Sinon, ça reste des paroles de politiciens. Justement, toute la difficulté que nous avons dans ce pays, effectivement, c'est se poser cette question. Est-ce que les Burkinabés ont besoin d'une opposition aujourd'hui? C'est vrai, il a parlé des élections où nous sortons à travers, bien sûr, un coup KO que le candidat réélu a eu. Donc finalement, on peut se dire que la majorité des Burkinabés qui ont voté étaient d'accord avec son programme. Alors, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate dans la société? On constate qu'aujourd'hui, les mêmes Burkinabés qui ont voté sont les mêmes encore à se plaindre, notamment sur la question du terrorisme. Mais quand vous dites les mêmes, ce n'est pas tout le monde qui a voté Roch Kaboré. Oui, mais la majorité, parce que nous sommes en démocratie. La majorité de ceux qui sont peut-être allés voter. Le fait majoritaire l'emporte toujours. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, allez-y voter. Si vous ne votez pas, des personnes vont voter et vous imposer un pouvoir. Donc forcément, aujourd'hui, on reconnaît Roch Marc Christian Kaboré, même si ceux qui ne l'ont pas voté, il est le président du Faso jusqu'en 2025. Donc forcément, on ne peut pas aujourd'hui dire je ne l'ai pas voté. Donc non. Tout c'est considéré comme aujourd'hui les Burkinabés lui ont donné ce mandat. Donc aujourd'hui, la question que vous posez, est-ce que les Burkinabés ont besoin d'une opposition? Oui, parce que là la question est fondamentale, si on peut le dire aujourd'hui comme cela. Est-ce que les Burkinabés ont besoin d'une opposition? Parce que même cette question, même sous Blaise Compaoré, on la posait, parce que je me rappelle que Ismaël Ouedraogo, le DG de Burkina Info, lors des émissions, il s'en prenait aux populations de la ville de Ouagadougou, notamment des arrondissements, c'était Bordogo et l'autre, sur la rue de Bobo-Dioulasso, l'arrondissement qui est là-bas, Boulmigou. Et on se rappelait chaque fois, c'était eux qui allaient donner des scores faramineux au CDP. Et ce sont les mêmes qui étaient dans les rues pour dire quelques jours après qu'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance concernant les lotissements, avec la gouvernance de l'arrondissement de Bordeaux et puis de Boulmigou. Mais là, c'est le maire. Oui, mais en quelque sorte, vous ne pouvez pas voter un parti politique, lui donner tout ce que vous devez lui donner, et aujourd'hui encore, et le lendemain venir vous plaindre contre lui. Aujourd'hui, moi, je pourrais dire aux Burkinabés, vous avez donné un coup KO à Roch, normalement, vous devez supporter tout ce que vous allez avoir pendant les 5 ans. Mais demain, si réellement vous voulez un changement, quand vous allez aller dans une élection, là, vous allez bien réfléchir. Est-ce que vous dites que l'opposition n'a pas son importance dans un pays comme le Burkina? L'opposition, elle existe. Mais finalement, c'est vrai, l'opposition a eu son importance dans ce pays avec le premier mandat de Zéphirin, parce qu'il y avait l'article 37. Demandez à Benjamin de Sankara, il a été opposant. Il sait réellement comment il a souffert dans sa peau d'opposant. Je vous dis qu'il me disait que c'était plus facile de combattre le pouvoir de Blaise que de travailler avec l'opposition. D'ailleurs, ça veut dire que c'est avec l'article 37, avec le mandat de Zéphirin, on a senti que les Burkinabés avaient confiance en leur opposition. Sinon, le Burkinabé n'a jamais eu confiance en son opposition. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Valentin, est-ce que vous aussi vous posez cette question sur l'utilité aujourd'hui, l'importance d'une opposition politique? Oui. Moi, je dirais oui, contrairement à ce que Lido Tieno a dit, parce que pour moi, sans opposition, on n'a pas de démocratie. Alors que nous sommes dans un état de droit, nous sommes un état de droit, donc forcément, il faut une opposition pour quand même mesurer ou bien jauger un peu la vitalité démocratique. Bon, la crédibilité reste à juger, cela dépend comment chacun interprète un peu ce que c'est qu'on appelle opposition. Il faut forcément une opposition réelle qui défend les intérêts des populations. Et comment savoir justement, est-ce que vous pensez que l'opposition actuelle défend, a les moyens, la capacité de défendre les intérêts de la population? Bon, à chacun d'interpréter au fait. Et à chacun d'interpréter, parce que moi je peux dire, voilà, je peux faire une estimation pour dire que non, que c'est peut-être que c'est au temps de Zéphirin, comme il a dit, qu'il y avait une opposition réelle parce qu'il y avait des articles à défendre et on a vu la mobilisation pendant l'insurrection. Et aujourd'hui, on peut estimer que
et comme on appelle Eddie Komboigé, et à ses débuts, qu'on lui donne aussi un peu de temps pour qu'il puisse aussi s'affirmer, pour montrer un peu ou défendre un peu les intérêts du peuple. Donc c'est déjà un peu tôt de défendre un peu ou bien de déjà caricaturer ou de dire si il pourra ou pas. Mais déjà c'est vrai, les gens sont un peu sceptiques ou réticents un peu et déjà ils constatent que est-ce que ça là, c'est pour nous défendre ici? Bon, moi je trouve que c'est un peu tôt. Je trouve que c'est un peu tôt. Du Komboigé, le bon opposant, Abla Roch. Non, moi, je reste sur ma position. Le bon opposant, c'est celui qui n'a pas encore eu l'occasion de rejoindre, comme on le dit, on aime à le dire au Burkina, la mangeoire. C'est celui-là le bon opposant. Parce que... a besoin. Hein? Est-ce que vous pensez qu'il en a besoin au regard du contexte actuel? Il a le chef de file de l'opposition. Quel intérêt il a peut-être à avoir des acquaintances avec le parti? Non, mais posons-nous la question si Eddie Komboigé ou le CDP n'a pas tenté de rejoindre la majorité. Et à un certain moment, on a entendu des voix dire non, c'est pas possible. On n'a pas besoin du CDP à la majorité. Ça veut dire, ça dit clairement qu'il y a eu une tentative. Soit, mais si mes confrères ont comparé tout à l'heure la situation actuelle à celle donc de Zéphirin Diablé ou Benoît Sankara, qui avait des défis, j'ai envie de dire, tels que l'article 37 et bien autres. Et je pense que la situation de maintenant est bien pire que cette question de l'article 37. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Quand vous prenez par exemple la question sécuritaire, que nous propose l'opposition à travers les sorties, si vous voulez, depuis même Zéphirin Diablé jusqu'à maintenant, que nous ont proposé ces différentes oppositions, si ce n'est que des déclarations. Ils ont fait des propositions, ils ont remis un document donc, au président de interpellant le gouvernement à changer, à revoir. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre l'opposition? Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut mobiliser la population, il faut mobiliser l'opinion pour dire ce que nous estimons n'est pas être bien à l'heure actuelle, telle la question donc, de l'insécurité, telle la question donc, de la gouvernance économique ou même des ressources humaines de ce pays, il y a à changer. Et s'il y a à changer, voici ce qu'il faut faire. On n'interpelle pas un pouvoir pour dire il faut changer, il faut changer. Il faut lui dire voici ce qu'il faut faire. Et quand c'est convaincant, je suis d'accord, ce n'est pas eux qui gouvernent. Oui. Et quand c'est convaincant, ben, l'opinion va vous suivre. Mais Nabaloum, si on prend le cas de la corruption, Eddie Komboigé est revenu là-dessus lors de la conférence de presse, il a un peu fustigé le nouveau référentiel pour le développement qui est en cours. Il dit qu'il y a la corruption, en dehors donc de critiquer, de dénoncer les pratiques de corruption. Quel type d'action on peut avoir qui puisse permettre de mettre fin? Déjà des actions en justice. Mais je reste toujours sur cette parenthèse-là en disant le bon opposant, c'est celui qui n'a pas encore eu l'occasion. Parce qu'on a vu par exemple des actions en justice, c'est possible. Si le chef de file de l'opposition ou les partis politiques ou un militant de parti politique de l'opposition a connaissance des faits avérés ou même peut prendre des faits avérés ou relayés par les médias et porter en justice, je pense que l'opinion applaudirait à tout rompre. Ce serait une bonne action. Maintenant, quand on dit il faut changer, tout le monde connaît cela. Proposer quelque chose et quand c'est convaincant, comme je l'ai dit, l'opinion va vous suivre. C'est parce que, par exemple, l'opinion était convaincue par rapport à la question de l'article 37 que l'opinion y est allée. Sinon, si ce n'était pas convaincant, on ne serait pas allé avec justement, ou Zéphirin. Je veux ajouter trois choses qui font que j'ai dit que les Burkinabés n'ont pas besoin d'opposition. Elle a parlé de questions de moyens. Les moyens d'un opposant, c'est quoi? C'est le peuple. Même Zéphirin Diablé, avec l'article 37, c'est que le peuple s'est mobilisé. Des gens étaient dans la rue, ils n'étaient militants d'aucun parti politique, ni même de l'opposition. Il n'y a personne derrière l'opposition actuelle? Non, c'est pour vous dire qu'il faut de la matière. Aujourd'hui, prenez par exemple la question sécuritaire. Moi, j'ai dit avant les élections que l'enjeu des élections sera la question sécuritaire. Malheureusement, j'ai entendu des intellectuels dire que des opposants ont bâti leur campagne sur la question sécuritaire, alors que la question sécuritaire, ce n'est pas le problème, c'est pas Roch est venu trouver une situation. Donc déjà, on dédouane le candidat qui doit gérer le Burkina Faso sur la question sécuritaire. Donc aujourd'hui, on peut pas, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas venir et dire que la question sécuritaire pose problème parce que on va y revenir. Maintenant, pour ce qui concerne le rôle de l'opposition, vous dites pas le chef de file de l'opposition, mais on a besoin d'une population. Est-ce que vous pensez que le chef de file de l'opposition ne va pas assumer, en fait, ne sera pas le véritable opposant
Oui, un individu ne peut pas faire une opposition, un parti politique ne peut pas faire une opposition. L'opposition, c'est le peuple. Quand le peuple se met debout, l'opposition devient forte. C'est ce que je disais avec Zéphirin Diabré. Il était chef de file comme Bédouin de Sankara. Vous vous rappelez du premier meeting organisé par Bédouin de Sankara le 30 avril 2011, juste pendant la mutinerie. Bon, la mutinerie. On n'était pas plus de 200 personnes à la place de la nation. Les gens ne faisaient même pas confiance à l'opposition. C'est vrai que Zéphirin est venu à une période où il y avait cette question de l'article 37. Le peuple est sorti pour ça. Mais si Edi Kombouego décide de faire un meeting demain, les gens ne vont pas sortir. Qu'est-ce qui vous fait dire justement que les gens ne vont pas sortir? Parce que, pour l'instant... Il n'est pas crédible? Non. C'est la matière qui manque. Aujourd'hui, Aimé nous parlait de la gouvernance économique. Les Burkinabés, on dirait que ce n'est pas leur problème. Que les gens détournent des milliards, ce n'est pas leur problème. C'est vrai. Il y avait Blaise Compaoré qui était un problème de fixation. Donc lui, ça mobilisait. Donc vous trouvez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème qui mobilise? Mais aujourd'hui, stratégiquement, c'est ce que je dirais à l'opposition. Si aujourd'hui l'opposition s'amuse à faire une marche ou un meeting, vous verrez qu'elle ne va pas mobiliser. Est-ce que vous dites, Lido Thiago, qu'il n'y a pas aujourd'hui un sujet de la matière qui puisse mobiliser les populations derrière un opposant? Il y a aujourd'hui... Mais non, ce sont des questions qui n'intéressent pas. Aujourd'hui, vous allez parler de la question sécuritaire. On va vous dire non, ce n'est pas le problème. Roch est venu trouver une situation. Donc on dédouane déjà le pouvoir en place. Mais finalement, sur quoi tu vas motiver les gens pour qu'ils sortent? Si tu parles de la gouvernance... Ce n'est pas le chef de file de l'opposition, mais c'est la population. Oui, c'est la population. C'est pour ça que je vous dis que cette population n'a pas besoin de... Aujourd'hui, un opposant sort, il dit on détourne l'argent public. Mais les gens vont dire, écoutez, on avait l'habitude de ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je ne vois pas quelque chose qui va mobiliser les gens comme l'article 37 avec Blaise Compaoré. Je ne vois pas. Et Valentine, est-ce qu'il faut craindre justement qu'on ait un pouvoir, en fait, sans contre-pouvoir en réalité? Quand je dis contre-pouvoir, je parle notamment au niveau de l'opposition, sans les autres institutions. Non, on ne peut pas forcément, parce que il faut forcément le contre-pouvoir pour faire le pouvoir. Est-ce qu'il pourra porter ça, ou bien d'où est-ce que ça va venir? Ça va venir, parce que c'est comme il a dit, il faut forcément une situation pour amener le peuple à peut-être... se poser, à poser le problème, défendre peut-être à travers un leader. Moi, j'estime que pour le moment, Edi, c'est un leader d'opinion, comme en tant que chef de file de l'opposition. Mais quand Lido dit qu'il faudrait forcément qu'il y ait un problème pour que la population puisse être mobilisée, pas forcément. Il faudrait, c'est ce que Aimé le disait, il faudrait que le chef de file soit assez convaincant à travers des véritables problèmes qui concernent les populations. Actuellement, quel est le problème qui concerne les populations? Quand on entend un peu dans la rue, on parle de la gouvernance économique. On dit que l'argent ne circule pas. J'ai vu par exemple au Bénin où le président Talon, qui a essayé, en étant à l'écoute un peu des populations, il entend qu'on dit que l'argent ne circule pas. Mais il a organisé une petite rencontre pour demander à savoir, quand on dit que l'argent ne circule pas, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça empêche un peu, comment on appelle ça actuellement, l'essence de circuler, ou bien on ne vend pas, au niveau des les stations sont fermées, ou bien au niveau des marchés, les marchés sont fermés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend par que l'argent ne circule pas? Je pense que voilà des petites questions qui pourraient intéresser le citoyen lambda, les populations, où on pourrait défendre les intérêts des populations. C'est ce que les populations attendent. Et donc il faut pouvoir mobiliser les populations. Il ne s'agit pas d'une crédibilité de l'individu ou bien du chef de file de l'opposition. Non, c'est parce qu'il est crédible qu'il a sa place. D'accord. Mais Nabalon, pour terminer sur ce sujet rapidement, est-ce que vous craignez aussi une gouvernance consensuelle, quand en réalité on est d'opposition que de non? Bien sûr. Il suffit de regarder après l'investiture du chef de l'État, Roch Kaboré, cette ruée, comme on l'a dit, vers la majorité. À un certain moment, certains leaders de la majorité ont dit, bon, nous n'allons pas quand même prendre tout le monde. Ça veut dire que si les gens ont l'occasion de ne pas être des opposants, ils ne seront pas des opposants. Et là, il faut véritablement craindre. Et non seulement craindre qu'il n'y ait pas de véritable opposition, une opposition forte à même donc de convaincre l'opinion, d'inviter l'opinion à exiger donc une meilleure gouvernance. Au-delà de cela, il faudrait que l'individu, le Burkinabé lui-même, il change. On appelle au changement, comme on le dit, mais véritablement dans le fond, les gens dans leur comportement au quotidien, mais ça ne change pas. Vous avez l'impression que les habitudes qui avaient été décriées il y a 10, 15, 20 ans,
ces mêmes habitudes-là ont toujours pied sur rue. Comme quoi? Quel genre La d'habitude? question de la corruption, vous avez l'impression que c'est Donc, devenu plus est-ce que vous dites que foudroyant? la corruption, ce n'est pas seulement une affaire de l'élite, mais elle est enracinée dans la population elle-même? Une affaire de l'élite parce que le gouvernant ne sanctionne pas. On se contente. Mais il y a eu des cas emblématiques. Quand vous prenez par exemple la question de l'ancien ministre de la Défense, Bouddha, vous prenez les rapports successifs de l'ASE, l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, vous prenez ces rapports successifs, les dérapages en termes de gouvernance sont légion. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben rien. Est-ce que vous pensez que l'opposition va venir peut-être de la société civile? Je pense de la société. Je pense que non seulement de la société civile, parce que elle aussi, il faudrait qu'elle se rende plus sérieuse, parce que sa pilule, bon, n'importe quel organe, n'importe quel groupe sort pour être OSC, ça fait pas trop sérieux, c'est pas convaincant. Bon, souvent quand vous écoutez les arguments, bon, c'est risible à la limite, quoi. D'accord. Donc Ouais. pour dire que peut-être à vous écouter, Roch Kaboré a encore de beaux temps de grâce encore devant lui, peut être tranquille. Chez nous avons dit depuis, chez nous au journal Le Reporter, depuis 2016, avec cette opposition, le président Kaboré, il peut dormir tranquille. Et je pense que la situation n'a pas encore changé. La situation n'a pas encore changé. On passe à notre deuxième sujet, et la recrudescence donc, des attaques terroristes. Le Conseil des ministres, donc la dernière session de mercredi, dénombrait donc 10 225 personnes déplacées au nord, 3 225 pour ce qui concerne la région du Sahel, et 4 447 donc, pour ce qui concerne la région de l'Est. Tout cela donc, ces dernières semaines. Et voilà, donc de quoi inquiéter. Plus d'une quarantaine donc, de personnes qui ont trouvé la mort dans ces différentes attaques terroristes. Valentine Nzungrana, quel commentaire justement vous faites de cette recrudescence des attaques terroristes? Effectivement, on a constaté une recrudescence parce que quand tu prends fin avril jusqu'à aujourd'hui, vraiment c'est l'horreur. Le bilan est vraiment macabre et c'est un bilan qui rappelle à quel point, et de façon tragique, ces groupes même armés savent s'adapter là où ils sont et ils profitent. Nous, on estimait qu'on est en ville ici, qu'il y avait de l'accalmie, mais en réalité, Ludo l'avait dit ici, mais en réalité, sur le terrain, c'est tout autre chose. Il n'y a jamais eu d'accalmie? On peut comparer, parce qu'on estime qu'on pensait, c'était l'impression qu'on avait. Mais en réalité, quand on regarde un peu ce bilan, en 2 semaines, depuis le 26 avril jusqu'à aujourd'hui, avec le nombre de morts, je pense que ça révèle une situation. Elle est révélatrice de problèmes. Bon, on peut dire peut-être, est-ce que c'est pas peut-être, comment on appelle, on parle un peu des zones de 3 frontières, des couloirs dans la zone. Est-ce que c'est pas peut-être que comme la zone actuellement, il ne pleut plus, c'est une zone qui est un peu boisée, et comme il ne pleut pas, donc du coup, les gens vaquent à leurs occupations et c'est des couloirs, c'est des endroits où les gens peuvent facilement intégrer, rentrer et puis faire ce qu'ils veulent. D'accord. Ludo, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui justifie selon vous cette recrudescence donc, des attaques? Oui, mais cette recrudescence des attaques, on voit toujours que ce sont dans les mêmes zones, que ce soit le nord du Burkina ou bien l'est du Burkina Faso. Donc on peut dire que simplement, bon, peut-être que les terroristes aussi ont leur stratégie. Peut-être qu'il y a des moments où ils veulent faire parler d'eux, ensuite ils disparaissent, ils reviennent. Au fait, c'est toute la difficulté parce qu'on a l'impression que ce sont eux qui dictent c'est-à-dire la manière de faire. C'est-à-dire, ils attaquent, ensuite ils disparaissent. Après, ils reviennent, ils nous attaquent, on les oublie encore. Bon, finalement, cette recrudescence. Mais moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui des Burkinabés, c'est ce que je disais en introduction, en parlant bien sûr des élections qu'on avait eues. L'élection permet de désigner le parti politique ou bien la personne, notamment l'élection présidentielle, qui va conduire les destinées du pays pendant les 5 ans. Pendant cette élection, vous avez le programme des candidats. Et alors, tous ceux qui ont voté aujourd'hui le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, est-ce qu'ils peuvent me dire quelle était la garantie que le candidat Roch leur avait donnée en matière de lutte contre le terrorisme? C'est pour ça que je vous ai dit... Vous dites que la recrudescence, c'est un problème au niveau de la gouvernance.
Pas, oui. C'est un échec du président Traoré. Jusqu'à demain, tous ceux qui disent que c'est un combat de tous les Burkinabés, je suis d'accord avec eux, mais qu'ils reconnaissent une chose, parce que j'ai toujours dit, on a élu un pouvoir pour garantir l'intégrité territoriale de notre pays, garantir la sécurité des Burkinabés. Donc, les premiers responsables de la sécurité des Burkinabés, ce sont ceux qui gèrent le pays. Mais comment vous vous expliquez d'abord? On a des attaques, le pouvoir est responsable, mais pourquoi justement ces derniers temps autant de morts? Autant de morts, peut-être qu'il faudra voir, c'est ce qu'on disait. Il y a le maillage sécuritaire qui pose problème. Voilà pourquoi peut-être on avait fait recours au VDP en disant, bon, c'est vrai, nous avons des forces de défense qui ne peuvent pas couvrir toute l'étendue du territoire national. Il faut aussi qu'il y ait des VDP qui sont peut-être des forces de proximité. Alors, justement, on a vu qu'on a perdu près de 200 VDP, comme il avait dit la dernière fois. Et il y a eu un massacre de ce côté. Alors, justement, aujourd'hui, on voit que tout ce qu'ils font, c'est dans les villages. Par exemple, ce qu'on dit à Foguel, à Futuri, ça c'est peut-être où se trouvent nos militaires. Mais à Foguel, il n'y avait pas sûrement des militaires. Peut-être qu'il n'y a que des patrouilles de temps en temps. Donc, eux aussi, quand ils posent ces actes-là, ils savent quand peut-être ils ne vont pas croiser nos FDS. Donc, ils vont poser des actes dans ces villages. Alors, quand on regarde, dans cette zone, c'est vrai qu'en 2019, c'est là-bas on avait tué, je pense, des gars d'une église, de 19 personnes d'une même église. Et encore une année après, en 2021, on va encore tuer dans un village près d'une trentaine de personnes. Alors justement, on a cette impression, et quand vous regardez cette zone de la Komandjari, ils font frontière avec le Niger. Donc c'est sûr et certain que ce sont des gars qui viennent nous attaquer, ils rentrent au Niger ou bien ils reviennent. Donc justement, toutes ces stratégies-là, c'est-à-dire que ce sont des stratégies que les terroristes ont. Sûrement, parce qu'ils savent que nous avons un détachement militaire à Futuri. Pourquoi là-bas, ils ne vont pas attaquer? Ils vont dans les villages où ils savent que... Il n'y a que les volontaires ne constituent pas une solution à la crise sécuritaire. On me dit qu'il y a 20 volontaires qui ont été formés pour défendre ce village. Les terroristes sont venus à près de 300. Comment 20 peuvent résister à 300 personnes? Oui. Donc ça, c'est difficile. Aujourd'hui, quand on va former des VDP dans des villages, ils seront au nombre de combien? Sûrement, les terroristes ont l'information et ils viendront en grand nombre. Et finalement, ils vont peut-être prendre le dessus facilement. Mais Namadou, avant de revenir à la question des VDP, qu'est-ce qui justifie selon vous ces dernières attaques? Bon, d'abord, moi, je reste sur ma position. Hein. Ce n'est pas une recrudescence. Ce n'est pas une recrudescence parce que, je dis, il y a toujours eu des victimes d'attaques terroristes. On n'en parlait pas ou bien... Voilà, on n'en parlait pas. Mais est-ce que ça atteignait cet effectif-là? La dernière fois, on a vu 30, on parle de... etc. Et puis, il y a eu le cas de l'équipe qui a été enlevée donc, au niveau de la forêt. Donc, tout ça. En termes de nombre, je peux être d'accord. Mais c'est ça aussi le risque. Donc, d'apprécier notre situation sécuritaire en termes de chiffres. Si on va sur cette base-là, on va se contenter donc de dénombrer les victimes et puis bon, on ne va pas mieux apprécier la situation. Moi, je dis qu'il y ait 100 personnes, terroristes qui traversent un village, c'est un problème. Qu'il y ait, comment on appelle, une tentative d'enlèvement ou d'assassinat, c'est un problème. Qu'il y ait mort d'un Burkinabé, de 2 Burkinabés, c'est un problème. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas d'abord une recrudescence. Mais seulement, il faut, pour apprécier la situation actuelle, il faut dire qu'on a beaucoup d'insuffisances quand on regarde faire. On a beaucoup d'insuffisances en termes donc, de lutte contre le terrorisme. C'est vrai, on va dire, nos politiciens nous ont toujours dit c'est une guerre asymétrique. Oui, c'est une guerre asymétrique. Mais combattons-la de façon asymétrique. C'est aussi cela. Parce que si on fait par exemple des alertes, et ça aussi, bon, on en entend parler dans beaucoup de milieux. Il y a des alertes, on dit, bon, dans telle localité, dans tel village, ben, on a vu 100 terroristes ou 250 terroristes traverser le village ou bien se ravitailler en carburant. Mais ça, on alerte des gens, que quelqu'un prenne action. Mais et justement, on dit les forces, souvent, il y a de la distance à parcourir, il y a souvent des moyens, surtout aériens, qui font défaut. Voilà pourquoi j'ai dit, je pense l'avoir dit sur ce plateau, donnons les moyens à nos forces de défense et de sécurité. Recrutons-les en nombre suffisant avec des moyens conséquents. Je reste convaincu qu'il y a des soldats, il y a des boys, comme on les a appelés à un certain moment, qui veulent faire le boulot. Il y en a. Donc vous pensez que c'est un problème de moyens? Moi je pense que c'est un problème non seulement de moyens, mais aussi d'organisation. Vous prenez à l'heure actuelle de nos textes,
il n'est pas, si vous voulez, hein, je vais oser le dire, il n'est pas permis à un officier supérieur d'un certain rang d'aller au front. Les textes ne le permettent pas. Non. Mais est-ce que l'officier supérieur... Il donne des instructions. Mais est-ce qu'il a besoin d'être là-bas? Oui, il a besoin d'être là-bas pour galvaniser. Il a besoin d'être là-bas pour galvaniser, pour donner comment on appelle, les consignes de façon directe. Ça ne doit pas quitter Ouagadougou, arriver à Fada avant d'arriver à Futuri. Non, ça doit être de façon directe. Et moi, je pense que c'est en cela qu'on peut aussi galvaniser les gens. Avec les moyens conséquents. Les hauts gradés qu'on a aussi comme gouverneur, est-ce que ça ne peut pas permettre de résoudre quelque part le gouverneur, c'est un administratif. C'est un administratif. Je sais qu'à un certain moment, sans dévoiler quoi que ce soit, il y a eu cette tentative-là, donc en tout cas d'envahir l'administration de certains cadres militaires. C'est déjà un pas. Je pense aussi qu'on doit pouvoir renforcer cet aspect-là. Parce que la question des VDP, on pourrait revenir là-dessus, mais la question des VDP, j'ai dit, on va massacrer ces populations-là. C'est une erreur pour vous? Moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça sera les plus grosses victimes, si on va calculer en termes de nombre. Parce qu'au bout de 5 ans, si on va faire le bilan, ben, on aurait perdu de façon inutile parce qu'ils sont pas formés. Valentine Soungrana. Nabaloum parle effectivement que on dit c'est une guerre asymétrique. Alors que la réponse aussi soit asymétrique. Non, la réponse, on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne voit pas. Vous pensez que l'ennemi, non, on ne voit pas? Du côté, on ne peut pas lutter. Non, je suis d'accord. Le Burkina Faso a les ressources nécessaires pour élaborer une stratégie de défense. Voilà, le Burkina Faso a les ressources. Je suis d'accord avec vous. Le Burkina Faso a les ressources nécessaires pour élaborer une bonne stratégie de défense et de sécurité. Maintenant, il faudrait qu'il presse le pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Et vous voulez clarifier son idée? Oui, mais je dis, comment on appelle, cette lutte asymétrique que nous devons engager contre ces personnes qui nous attaquent de façon asymétrique là. D'abord, je dis que ceux qui prétendent cela, c'est la solution la plus facile. Et nous balancer cela à l'opinion. Mais quelle lutte asymétrique l'État peut adopter? Bon, on va peut-être pas dévoiler, mais il y a quand même des stratégies qu'on doit pouvoir utiliser pour ne serait-ce que des infiltrations, ne serait-ce que pour savoir exactement. C'est pas fait parce que quand on fait les alertes, ça traîne avant que on vienne massacrer les populations. C'est vrai que sur cette question, je suis un peu partagé. C'est vrai, quand on parle de guerre asymétrique, là, on voit une armée conventionnelle et de l'autre côté, des individus qui sont peut-être armés, qui posent des actes. Là, c'est difficile, effectivement. Au début, je voyais que c'était difficile parce que nos FDS sont des forces de défense conventionnelles qui ont des règles peut-être à respecter. Et les autres n'ont pas ces règles. Et malheureusement, si par exemple ces terroristes allaient dans une zone et dire à nos FDS, venez, nous sommes dans cette zone et il y aura un combat, c'est sûr qu'on avait fini avec le terrorisme il y a longtemps. Mais ils traversent les villages. Mais non, c'est toute la difficulté parce que les FDS doivent faire la différence entre les citoyens et les bandits. Alors, justement, c'est un peu difficile. Donc, ce qui fait que quand le FDS pose des... Oui, il y a Aimé oui, mais maintenant... S'il vous plaît, quand il parlait des colonnes, donc il y a des alertes qui sont là. Non, et quand vous parlez des colonnes aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que j'aime prendre la région de l'Est comme exemple. Aujourd'hui, une colonne qui va passer devant Logobou. Logobou se trouve à 75 km de Diapaga. De Diapaga à Logobou, vous n'avez aucun commissariat, vous n'avez aucune gendarmerie. Peut-être. On envoie l'alerte. Oui, même si on envoie l'alerte, c'est une patrouille qui va quitter peut-être Diapaga pour rejoindre ce coin. Ça va prendre combien de temps? Et les gens sont déjà partis. Mais maintenant où je dis aussi que le problème... Non, je termine. Ça se fait une fois, oui. Je suis d'accord. Oui. Ça se fait 2 fois. Oui. Il faut changer maintenant le côté... C'est pour ça que je vous disais au début, je comprenais que c'est une guerre asymétrique compliquée. Mais maintenant, les images qu'on me montre de ces personnes qui viennent dans des villages, rassembler des gens du village et discuter avec ces personnes, là, je me pose des questions. Ça veut dire quoi? Mais malheureusement, bon, pas malheureusement, quand vous causez à des militaires, ils vous disent, oui, vous les civils, vous pensez que tout est facile. Non, ce n'est pas aussi facile que ça. Même si des individus sont en train de causer avec des gens, la réaction ne doit pas être comme vous pensez. Peut-être qu'il y a certaines choses à respecter avant de réagir. Bon, donc ce qui fait que... Qui ne sont pas oui, là, c'est ce qui fait que c'est difficile de discuter, effectivement, parce que nous ne sommes pas des militaires, nous sommes des civils, donc on ne peut pas savoir les stratégies que les gens utilisent. Oui. Et rapidement, Valentine Soungrana, un commentaire par rapport à ça. On a parlé donc des volontaires pour la défense de la patrie et on parle donc de questions de moyens. Qu'est-ce qui doit être fait? Non, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités à travers la proposition de Nabaloum.
qui dit de renforcer et d'intensifier et de recruter encore des militaires. Voilà. Il faut recruter parce que les VDP, je ne pense pas que la formation que le militaire a sur le terrain pour aller combattre, que c'est forcément ce que le VDP a. Non, c'est loin, juste quelques semaines. Justement, et puis il n'y a pas le voilà, matériel. Donc c'est compliqué. Donc je pense que effectivement, on a crié de doter les militaires de moyens, de logistique et sophistiqués. Aujourd'hui, on peut renforcer leur nombre aussi, leur rang, pour leur permettre aussi de... Juste un mot, c'est un mot pour dire que, voilà, en 10 secondes, vous voyez, on dirait qu'il y a un problème dans ce pays. Nos députés ont voté la loi de programmation militaire. Depuis longtemps, ils sont les élus du peuple. Ils ne font même pas un compte rendu pour savoir quel est l'impact. Est-ce que vous êtes... Non, mais ça, c'est le rôle des députés. C'est vous qui avez voté. Faites au peuple en disant au peuple, voilà ce qui s'est passé, voilà l'impact de cette loi, du vote de cette loi sur la question sécuritaire. Personne ne dit quelque chose. Le gouvernement qui est là, ça fait 5 ans que nous sommes dans cette bagarre. On ne nous dit pas combien de milliards, combien ça impacte effectivement, pour que le citoyen comprenne réellement les efforts qui sont faits. C'est bien compris. On dit nous, certainement, on reviendra encore sur cette préoccupation. En tout cas, c'est le gros sujet. Et ces dernières années, depuis pratiquement 2014, le Burkina fait face à donc, des attaques à un terroriste qui endeuille de plus en plus. Et on va passer rapidement donc, à notre troisième et dernier sujet, la visite du ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, en Côte d'Ivoire, où il a rencontré donc, le ministre ivoirien de la Réconciliation, Kwadjo Kouna-Bertin, le chef d'État donc, Alassane Ouattara, à qui il a remis donc, un message du président du Faso Kaboré, et surtout, il a rencontré Blaise Compaoré selon des indiscrétions. Aimé Dabadoum, qu'est-ce qu'on sait justement de cette visite de Zéphirin Diabré? Est-ce qu'il est allé pour faire venir Blaise Compaoré comme Roch l'avait promis? Bon, je pense que c'est techniquement, quand on a vu l'annonce, moi j'ai vu l'annonce sur des pages Facebook de la Côte d'Ivoire d'abord, avant donc de me rendre compte que la chose est réelle. Et la première des choses, techniquement, le président du Faso nous a dit, lors d'une interview avec des confrères de la presse étrangère, en 6 mois, bon, on va résoudre cette question de la réconciliation nationale. Nous avons compris que dans les premiers 6 mois, donc de 2021, on aurait en tout cas entamé, ou si vous voulez, ramener tout ce qui était là pour qu'on discute. Mais on a environ 4 mois, il reste encore peut-être 2 mois. Ouais, ben, nous sommes à mai. Eh ben, il reste que le mois de juin. Donc, je pense que, pour faire plus sérieux, je pensais que c'était sous forme de remise directe de mandat d'arrêt ou je ne sais pas quoi, de mandat d'amener qui partait avec mais on n'a pas encore les détails, ou bien vous savez ce qu'ils se sont dit. Non, c'est difficile de savoir ce qui a été dit pour l'instant. Et puis, ça serait risqué donc de dire exactement ce qui a été dit entre Blaise Compaoré et Zéphirin Diabré. Mais la plus plausible donc, de ce qui aurait été dit comme vérité ou comme message, je ne sais pas trop, c'est que voici, j'ai été nommé ministre de la Réconciliation nationale de la cohésion sociale, mais le chef de l'État m'envoie te dire, voici ce que nous sommes en train de faire, on va faire des forums. Moi, je peux parier que ça n'ira pas au-delà de ça. Il y avait un message aussi à l'endroit du président ivoirien Alassane Ouattara. Ce message-là, il n'est que politique. Il n'est que politique. Tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que Blaise Compaoré rentre au Burkina Faso, qu'on puisse engager, pour moi, qu'on puisse engager de façon franche cette question donc de réconciliation nationale. Sans oublier qu'il y a une affaire en justice contre lui. D'accord. Oui. Alors, sur cette question, il y a une question de fond et de forme. Alors, pour le fond, ça va m'étonner que ça soit Zéphirin soit allé là-bas pour remettre un mandat d'arrêt parce que je pense que peut-être c'était le ministre des Affaires étrangères était là-bas, je pouvais comprendre. Justement, sur la forme, c'est vrai, bon, pour rassurer l'autre, le forum, Zéphirin Diabré nous a dit que le forum aura lieu en fin d'année. Donc, ce n'est pas dans les 6 mois. Et ensuite, moi, j'aurais souhaité que Zéphirin Diabré fasse un communiqué en disant au peuple burkinabé, je vais me rendre en Côte d'Ivoire, je vais rencontrer le président Alassane Ouattara, je vais rencontrer le ministre de la Réconciliation, je vais rencontrer Blaise Compaoré. Vous voyez, ce qui manque dans ce pays-là, c'est cette transparence, cette capacité. Pourquoi il avait non, besoin de mais dire ça? parce que la réconciliation n'est pas une histoire entre, comment on dit ça, c'est pas des négociations ou bien c'est pas quelque chose de caché. Il faut faire ça de façon transparente pour que... peut tout dire? Non, il faut tout dire. On ne parle pas pour une négociation, je pense bien. Parce que moi, je me suis dit,
il va en Côte d'Ivoire, s'il rencontre Blaise Compaoré, c'est pour lui parler du processus de réconciliation dans lequel le Burkina est engagé. Maintenant, s'il a autre chose aussi, si par exemple il y a le dossier, il dit aussi, il y a le dossier judiciaire aussi qui est là. Est-ce que là, ce n'est pas une question de négociation? Donc il faut être franc. Moi, j'aurais souhaité même que Zéphirin se déplace avec des médias burkinabés pour que les Burkinabés aient l'information. Alors, vous partez en catimini, vous faites votre truc, on ne voit que les images à travers, comme vous le dites, sur les réseaux sociaux. Si demain les gens viennent dire que vous êtes allé en train de négocier avec Blaise Compaoré ou autre, vous ne pouvez pas dire autre chose. Mais donc, oui. Comment est-ce que vous voyez la question Blaise Compaoré? Parce que ce n'est pas seulement Blaise Compaoré qui l'a rencontré, oui. on dit qu'il a rencontré d'autres personnes. Pour moi, c'était très symbolique. Parce que vous savez, celui qui a démarré l'insurrection au Burkina Faso, si je peux le dire comme ça, c'était le CEFOP. Et le CEFOP, c'était Zéphirin Diabré. Donc, Zéphirin Diabré est dans le domaine de définition de l'insurrection. Blaise Compaoré est dans le domaine des victimes de l'insurrection parce que c'est lui qui a perdu le pouvoir, donc c'est la première même victime de l'insurrection, Blaise Compaoré. Aujourd'hui, que ces deux personnalités se retrouvent pour discuter, on peut dire que effectivement, si les deux extrêmes de l'insurrection se retrouvent, c'est que réellement, le peuple... Non, Zef, parce que les gens voient en 2014... Non, les gens voient 2014. Nous voyons le forum de l'alternance organisé par Zéphirin Diabré au Siao, où il avait simplement dit que dans tous les pays, il y a des changements, sauf au Burkina. Lui, il est venu pour qu'il y ait le changement. Et justement, quand il est devenu chef de file, ce qui m'a plu en lui, après l'élection de Roch, les gens lui ont dit pourquoi tu peux t'asseoir à le CDP. Il dit que non. Lui, il avait un problème. On ne devait pas modifier l'article 37. Une fois cette question évacuée, lui n'a plus de problème avec personne. Comment vous voyez l'affaire Blaise Compaoré? Est-ce qu'il faut le faire venir par la voie de la justice ou bien comment vous voyez les choses doivent se passer? Tout dépend de ce que le président du Faso attend de la réconciliation nationale dont il parle. Vérité, justice. Voilà, non, la promesse qu'il a eu à faire au peuple. Il a parlé de réconciliation nationale. Qu'est-ce que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, attend de cette réconciliation nationale? Alors, l'affaire de Blaise Compaoré, on fait une grosse fixation sur Blaise Compaoré. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand les gens même parlent de justice, on ne voit que peut-être c'est Blaise Compaoré. Sinon, il y a beaucoup de dossiers ici. Personne ne parle de ces dossiers. Les dossiers de crimes économiques et autres, la personne ne parle. D'accord. Valentine Zoungrana, Zéphirin Diabré, est-ce que vous pensez que c'est pour faire respecter la promesse donc, de Roch Kaboré 6 mois? On est en train donc, de s'acheminer vers la fin donc, de ces 6 mois-là. Est-ce qu'il allait pour demander à Blaise Compaoré de rentrer? Pas forcément parce que, effectivement, quand je l'ai lu sur les réseaux sociaux de la Côte d'Ivoire, avant le Burkina, j'ai constaté que il dit dans son message qu'il est porteur d'un message du chef de l'État burkinabé à son homologue ivoirien. On se rappelle, avant, il y a le regretté donc Ahmed Bakayoko aussi qui avait porté... Très bien, vice-versa, voilà. Donc, du coup, pour moi, je me dis que cette visite s'inscrit dans le cadre, dans la dimension objective de la cohésion nationale, parce que c'est une suite logique. Parce que déjà ici, au niveau du Burkina, il a entamé à travers des concertations. Donc, ce sont des relations sociales. Donc, du coup, il y a les relations de travail aussi qui sont là. Donc, c'est vrai. Et l'IRODI, il aurait pu informer parce que du fait de la sensibilité même de certains termes, quand on parle de réconciliation, il y a une crise, il y a une situation et c'est pourquoi on revient, on veut parler de la réconciliation. Et qui veut parler de la réconciliation, forcément, doit parler de la vérité et de la justice. Il faut d'abord la justice, sinon on pourrait considérer ça comme une impunité. Il y a l'affaire Thomas Sankara qui est de dossier tout à fait, voilà. Il répond d'abord à ça. Tout à fait. Avant qu'on ne puisse parler. Et donc, du coup, en allant en Côte d'Ivoire, voilà, pour porter le message, c'est bien. C'est une, comment on appelle ça, c'est une pratique qui se fait de façon courante, mais... Et c'était plus intéressant de faire juste un petit communiqué seulement pour informer comme quoi il partait en Côte d'Ivoire pour porter un message. Et ça, on n'allait pas avoir ces supputations ni ces interprétations. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, c'est laissé chacun y va de son commentaire pour dire, voilà, est-ce qu'il n'est pas allé en réalité, quand tu lis les commentaires sur la toile, les gens disent que non, il est allé rencontrer Blaise Compaoré parce que voilà, pour la réconciliation. Blaise aujourd'hui,
il a une autre nationalité. D'accord. Blaise est une autre nationalité. Donc, du coup, ça pose un problème. Est-ce que vous pensez que ça va poser un problème peut-être? Mais bien sûr, ça va poser un problème. Non, moi, mon problème, c'est simple. Hein. Étant donné que c'est le statut, moi, je regarde. C'est le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Zéphiré Diabré. Si c'était Alpha Bari qui était, ou bien Madame la ministre de la Culture, voilà, qui était allé remettre une note du président Roch, on n'allait pas trop supputer sur la question. Parce que c'est la réconciliation nationale. Donc, Zéphiré est chargé de ce dossier. Et qui sait que réconciliation nationale parle effectivement du président Roch qui avait parlé du retour des exilés. Donc, mais forcément, dans la réconciliation, il y a la justice. Oui, mais forcément, on ne peut pas dire que Zéphiré est parti en Côte d'Ivoire pour autre chose si ce n'est pas dans le cadre de la réconciliation. Et si c'est la réconciliation, ce n'est pas se réconcilier avec Alassane Dramane Ouattara, mais c'est se réconcilier avec Blaise Compaoré. Donc, il a rencontré Blaise Compaoré, c'est vrai. D'autres exilés. Oui, bon, d'autres exilés. Alors, justement, parce que dans cette question de réconciliation, il faut juste avoir le courage d'assumer ce qu'on fait. D'accord. Oui, moi, je pense que si le président du Faso s'est engagé dans cette question de réconciliation, il faut qu'il ait le courage face aux Burkinabés. Tu vas faire des mécontents, tu vas faire des gens contents, mais un homme qui gouverne, c'est comme ça. Il ne peut pas, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais il faut avoir le courage, la capacité d'assumer ce qu'on fait. Et puis c'est Nabaloum, donc Zéphiré Diabré, pardon, qui a rencontré, il a transmis le message, il a rencontré le ministre ivoirien de la Réconciliation, il a discuté avec des Burkinabés en exil en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut s'attendre les jours à venir au retour de Blaise Compaoré? Oui, moi je l'ai toujours, c'est ma position, hein. Il est souhaitable que Blaise Compaoré puisse rentrer. Et je pense que c'est la meilleure... Je n'ai pas de conseil, de leçon à lui donner, mais c'est la meilleure attitude. Mais il y a longtemps, ça se dit aussi qu'il veut lui-même, il demande à rentrer. Peut-être c'est les conditions. Rien ne l'empêche. Rien n'empêche Blaise Compaoré de rentrer à l'heure là. Parce que la question... Non, c'est un ancien président. Oui, c'est un ancien... Oui, c'est pas comme toi et moi. Hein. Non, on ne lui nie pas le fait d'avoir été d'être un ancien chef d'État. Il y a aussi des privilèges liés à cela. Et nous avons l'obligation aussi de respecter cela. Blaise Compaoré, le retour au Burkina Faso ne peut pas être traité comme vous et moi, comme un citoyen ordinaire. Mais il a une nationalité. Oui, mais il y a la question de la nationalité. Oui, à lui de nous clarifier tout cela. S'il dit qu'il est ivoirien, s'il prend et brandit la nationalité ivoirienne pour ne pas rentrer au Burkina Faso, libre à lui. Il y a un processus judiciaire qui a enclenché contre lui. Mais je dis, la meilleure option pour l'ancien président Blaise Compaoré, c'est de rentrer, faire face à la justice. Si jugement il y a, si verdict il y a, il assume et on en tient compte en tant que chef, ancien président. Mais ce qu'il dit de rentrer là, est-ce que c'est pas ça Zéphiré? Ah d'accord, j'allais demander si c'est pas ça Zéphiré est parti préparer. Non mais si Zéphiré Diabré est justement le silence autour des médias, avec les médias autour de cette question, ça sent le deal. D'accord. Et pourtant si on veut aller à la réconciliation nationale, je termine par là, si on veut aller à la réconciliation nationale, il faut la vérité sur toute la ligne. La vérité sur toute la ligne. On va y revenir certainement donc dans les prochaines émissions, donc peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas, en fonction de toute façon de l'évolution de ce dossier, parce que ça ne va pas manquer les rebondissements. En tout cas, on vous dit merci d'être venu sur ce plateau parce que c'est la fin de cette émission sans langue de bois.